Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Toujours maintenant chapitre 5, propriété des substances pures, vidéo 2. Alors maintenant on va regarder les fonctions d'état d'un corps pur sous deux phases. Je passe tout de suite en disant que j'ai un système corps pur dans lequel j'ai la présence de deux phases, phase 1 et phase 2. Et moi, dans mon état d'esprit, c'est la phase liquide et la phase vapeur. Alors, les fonctions d'état sont l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie et l'énergie libre, par exemple, qui sont des grandeurs extensives. Elles s'écrivent pour ces deux phases sous la forme U égale U1 plus U2. Là, c'est l'énergie interne de mon système. Là, c'est l'énergie interne de la phase 1. Et là, c'est l'énergie interne de la phase 2. Donc, ceci, c'est simple, on sait l'écrire. On peut l'écrire puisque c'est des grandeurs extensives. Mais bien. Alors, je sais aussi créer à partir de ces grandeurs des grandeurs qui sont massiques en divisant par la masse totale de mon système. J'obtiens donc, pas en divisant par la masse totale du système, mais je sais obtenir des grandeurs massiques pour chacune des phases en divisant chaque terme ici par sa masse. Par exemple, U1 divisé par M1 va me donner donc l'énergie interne U1. Donc, de manière générale, UI, c'est l'énergie interne de la phase I, qui est égale donc à l'énergie interne de toute la totale de la phase divisée par sa masse. Donc ici, c'est des grandeurs qui sont massiques. H, c'est-à-dire l'enthalpie, ou bien l'entropie, ou bien l'énergie libre de Gibbs, ou bien l'énergie libre de Helmholtz. Oui, on sait donc les rendre massiques pour chacune des phases et obtenir même l'énergie interne, par exemple, massique du système total en le divisant par la masse M. Sachant bien sûr que la masse de mon système est égale à la masse de sa vapeur plus la masse de la phase liquide. Alors j'ai prononcé maintenant phase vapeur et liquide, alors que est égal à la masse M1 de la phase 1 plus la masse M2 de la phase 2 mésien. Donc lorsque j'écris l'énergie interne, par exemple, sous cette forme, donc je peux l'écrire avec des masses, comme on le voit sur cette équation. Et donc en divisant cette équation-là par la masse totale M, on obtient donc l'énergie interne massique du système total est égale à X, le titre, multiplié par l'énergie interne de la phase 1, plus M2 sur M, l'énergie interne de la phase 2 mésien. Et je sais à partir de cette équation-là obtenir tout de suite cette relation-là qui relie l'énergie interne massique aux énergies internes des deux phases. Très bien. Donc attention, ici j'indice la grandeur par F si elle est à l'état liquide. Pour l'état vapeur, je mets l'indice G. Donc, U est égal à X UG. UG ici, c'est l'énergie interne de la phase vapeur, plus 1 moins X, l'énergie interne de UF, où F est relatif à la phase liquide. De ce qu'on vient de faire pour l'énergie interne, on peut le faire pour l'enthalpie, l'énergie libre de Gibbs ou l'entropie. On obtient la même forme d'équation.
on doit s'en rappeler. Ce sont des grandeurs extensives, on doit se rappeler de ces grandeurs-là, comment elles sont écrites. C'est le titre multiplié par la grandeur à l'état vapeur, plus 1 moins le titre multiplié par la grandeur à l'état liquide. Définition. On appelle enthalpie massique de transition de phase et on la note H1,2. On passe de la phase 1 à la phase 2, qui est définie à une température donnée. Et je sais que il est défini aussi à une pression donnée parce que je sais que P est lié à T par une relation. Donc H1,2 par exemple à la température T est égal à H2 de T moins H1 de T. Donc la transition de phase, si c'est l'évaporation, on va avoir ici Hg de T moins Hf de T. Et là, c'est Hfg de T. Donc l'enthalpie massique de transition de phase entre la phase 1 et 2 s'écrit donc l'enthalpie de la phase 2 moins l'enthalpie de la phase 1, sachant que ces enthalpies sont calculées à la même température. Bien. Dans ces conditions-là, bien sûr, si c'est l'évaporation, on va trouver la chaleur positive. Dans le cas contraire, on doit, si c'est une condensation, la chaleur de condensation va être négative. Mais définition encore, la chaleur latente massique de changement d'état L12, ou bien il est noté deux fois grand L12, mais de toute façon le massique peut être noté soit un petit L, soit grand L, ça ne me pose pas de problème. C'est une question de notation. L'enthalpie massique de transition de phase L12 est égale à l'enthalpie de changement de transition de phase entre 1 et 2 à la même température. Bon, pourquoi? Parce que le changement de phase se fait à pression constante et les évolutions à pression constante, dans les évolutions à pression constante, la chaleur est égale à la variation d'enthalpie. La chaleur échangée est égale à la variation d'enthalpie. Ça, c'est connu depuis la thermodynamique 1. Bien. De même, on parle aussi de l'entropie massique de transition de phase S12. Il s'écrit comme l'enthalpie, donc c'est S2 moins S1, etc. Bien. Par exemple, HLV. Ici, donc, on a mis liquide vapeur, c'est-à-dire l'enthalpie massique de transition de phase de liquide vapeur s'écrit sous cette forme-là. Décroît cette grandeur-là, l'enthalpie massique, c'est-à-dire l'énergie tout simplement, c'est-à-dire la chaleur échangée lors d'un changement d'état, décroît avec la température. Quand on augmente la température, on tend vers la température critique, le palier est réduit, donc cette chaleur diminue. Alors donc il s'annule quand je suis à la température critique, cette chaleur de changement de phase est égale à 0. Alors dans une transition de phase isotherme et isotherme et réversible, entre deux états 1 et 2, on a S12 qui est égal à S2 moins S1, donc c'est la définition de l'entropie de changement de phase, qui est égale à l'intégrale entre 1 et 2 dite Q sur T, et comme la température est constante, on va la faire sortir, on trouve donc Q sur T qui est égal à l'enthalpie de changement de phase entre 1 et 2 sur T.
Donc l'entropie, c'est facile à calculer. Si je sais calculer l'enthalpie de changement de phase, c'est-à-dire la chaleur échangée au cours du changement donné. Dans le cas d'un mélange diphasé liquide-vapeur, caractérisé par la variable X et la température T, on a D2H, c'est-à-dire une variation élémentaire de l'enthalpie à la température T, est égal à HLV D2X. Ça ne posera pas de problème. Alors, est égal à LFG D2X. Ici, on a mis donc les indices que nous utilisons d'habitude dans ce cours. Donc, c'est LFG. Ici, nous avons LV pour montrer que l'on passe de l'état liquide à l'état vapeur. Et la même chose ici, bien sûr, on peut le constater. Donc, ce qui varie, c'est D2X. Parce que au cours de ce changement de phase, la température et la pression sont constantes. Et la variation d'entropie est calculée à l'aide de cette formule-là, comme on vient de le signaler avant. Donc, D2H ou bien D2S, on les a exprimés en fonction de D2X, de même pour la chaleur échangée. Bien, dans les liquides, je sais que D2HL est égal à CdT et D2SL est égal à CdT sur T. C étant une indépendante de la température et le fluide liquide ici est considéré comme étant incompressible. Et vous avez donc le volume massique qui est négligeable. Condition d'équilibre entre deux phases. Entre deux phases, il y a équilibre, on parle d'équilibre thermique, équilibre mécanique, équilibre thermique, c'est-à-dire égalité de température des deux phases, l'équilibre mécanique lorsque les pressions sont égales, et l'équilibre chimique, c'est-à-dire que le potentiel chimique des deux phases sont égaux, c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire l'égalité des énergies libres de Gibbs massique. Alors, cet équilibre-là, on a déjà montré ça dans le chapitre 3. Bien, je pense le chapitre 3 ou le chapitre 4. Bien. Donc, calcul des variations des fonctions d'état dans un changement de phase. Dans un changement de phase, considérons donc ces variables d'état pour lesquelles on note donc VI, le volume massique de la phase I. Alors, pour le calcul de la variation de l'énergie interne massique, on a delta U est égal à LV, c'est-à-dire la chaleur échangée lors de la vaporisation par exemple, moins la pression, facteur de Vg, moins Vf. Donc, lors d'un changement d'état, la masse qui a subi ce changement d'état, il a déjà échangé une chaleur élevée de vaporisation, moins le travail pour calculer l'énergie interne. Et le travail, c'est la pression à laquelle ce changement d'état a été effectué, facteur du volume final, volume du système à l'état final, c'est-à-dire lorsqu'il est à l'état vapeur, moins le volume massique initial lorsqu'il est à l'état liquide. Or, on sait que Vf est très inférieur à Vg, c'est-à-dire le volume massique de l'état liquide est très inférieur au volume massique de l'état vapeur. De cette manière, donc, on peut approximer la variation de l'énergie interne par la chaleur de vaporisation moins le produit P fois Vg.
Bien. La variation d'enthalpie libre massique, delta H est égal à LV, c'est-à-dire la chaleur de vaporisation. La variation d'entropie massique, delta S est égal à LV sur T. La variation d'énergie libre s'écrit alors delta F sur M pour la rendre massique, n'est autre que delta U, puisque la température est constante, donc moins T delta S, qui s'écrit donc sous cette forme-là, et on obtient donc est égal à moins PVG, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le travail échangé, comme on le voit d'après l'expression de delta de U. Et delta G, puisque la température est constante et la pression sont constantes, delta G, et que le système n'a échangé aucun travail autre que celui des forces de pression avec l'extérieur, comme on l'a vu dans le chapitre des fonctions thermodynamiques, delta G est égal à 0. Bien. Sachant donc que l'énergie libre de Gibbs est égale au potentiel chimique mu. Bien. Changement d'état de première espèce, équation de Clapeyron. Bien. Alors, dans ce paragraphe, on considère un système de deux phases en équilibre. La condition d'équilibre donc s'écrit G1 égale G2, c'est-à-dire égalité des potentiels chimiques des deux phases pour une température donnée et une pression donnée. Alors, le long d'une courbe d'équilibre, nous savons que D2G1 est égal à D2G2. Or, D2G est égal, par définition, c'est moins SDT plus VD2P. Bien. Donc, on sait écrire alors cette égalité-là, D2G1 est égal à D2G2, me donne donc cette équation. Alors, dans cette équation, je mets les D2T d'un côté et les D2P de l'autre, et j'obtiens donc, en divisant par DT, on obtient donc D2P sur DT est égal à S2 moins S1 sur V2 moins V1. La variation discontinue de l'entropie massique et du volume massique au cours d'un changement, au cours d'une évolution à transition de phase, correspond à des dérivées partielles de G discontinues par rapport aux variables P et T. C'est la caractéristique du changement d'état de première espèce. Donc, on appelle caractéristique de changement d'état de première espèce cette relation-là dans laquelle on a exprimé la dérivée D2P sur D2 par rapport à la température. La variation de P en fonction de la température, qui s'écrit donc S2 moins S1 sur V2 moins V1. Alors, maintenant, à l'équilibre, le changement de phase est réversible. C'est-à-dire S2 moins S1 est égal à delta de H12 sur T est égal à L12 sur T. Ça, on sait l'écrire. Bien. À pression constante, delta de H12 est égal à L12, chaleur latente de changement d'état. Les équations 1, ici, c'est-à-dire la caractéristique du changement d'état de première espèce, et la relation 2 que l'on a ici, permet donc de remplacer S2 moins S1 par son expression et obtenir donc cette relation-là dans laquelle on a D2P sur DT est égal à L12 sur T facteur de V2 moins V1. Cette équation est dite équation de Clapeyron.
Donc voilà l'équation de Clapeyron. Elle est parfaitement adaptée au changement de phase, à la fusion et à la solidification. Et peut se simplifier dans le cas de la vaporisation et sublimation où le volume molaire de la phase vapeur est très grand par rapport au volume molaire de la phase solide ou liquide. Alors, dans le cas des liquides, dans le cas des liquides, d2p sur dt, ou bien du solide, et dans d2p sur dt est égal à lv sur tvg, parce que nous avons dit que V1, qui est liquide dans notre cas, est très inférieur au volume massique de l'état vapeur. On obtient donc l'approximation suivante. Bien, donc je sais écrire alors que si j'admets que ma vapeur est approximée par un gaz parfait, alors le produit TV va être je remplace VG par exemple par son expression l'équation d'état d'après l'équation d'état des gaz parfaits. VG est égal à RT sur MP et je remplace ici et j'obtiens avec T ici, ça va me donner RT au carré au dénominateur et MLV au numérateur avec la pression. Ici j'interchange dt avec la pression, j'obtiens cette équation. Donc d2p sur p est approximativement égal à m sur r multiplié par lv dt sur t au carré. Bien. On a alors deux cas. On va discuter maintenant deux cas. Le cas où lv est indépendante de la température. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est une approximation relativement correcte. Loin de la température critique. On a alors dans ces conditions l'intégrale du deux termes va nous donner le logarithme népérien de P qui est égal à A moins B sur T. C'est l'intégrale de cette partie-là, dans laquelle les coefficients ici A et B dépendent donc de M, L, V et R. Il y a une constante d'intégration. Cette formule-là est dite formule de Rankine. Dans le cas où on prend LV à peu près égal à L0 moins BT, c'est-à-dire que si LV c'est une chaleur qui diminue avec la température, dans ces conditions-là, je remplace LV dans l'équation, j'obtiens comme intégration donc logarithme de P est égal à 1 moins B sur T moins une constante C fois logarithme de T. Cette formule-là est appelée formule du Depré, dans laquelle B égale ML0 sur R, C égale MB sur R, et D de LV sur DT est égal à moins B. Ça, d'après ce coefficient, est égal donc à CPG moins CPF. Ici donc, c'est la capacité calorifique à pression constante de la phase vapeur moins la capacité calorifique à pression constante de la phase liquide. Ici donc le mot pression, pas de problème. Alors pour l'eau, le fluide le plus utilisé techniquement, surtout dans les centrales de production d'énergie, la formule du Depré, valable pour 100 degrés, pour l'intervalle de température 100 degrés C à 200 degrés C, est la formule suivante, c'est-à-dire que la pression est liée à la température en degrés Celsius. Par cette relation-là, on divise la température par 100 à la puissance 4. Cela donnerait la pression. Mais c'est une approximation
relativement correct. Il est utilisé pour l'eau lorsque les températures sont comprises entre 100 et 200 degrés Celsius. Bien. Voilà donc pour cette vidéo. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de savoir que l'étude d'un système à deux phases, comme les grandeurs ici énergétiques sont des grandeurs extensives, alors on doit savoir écrire l'énergie massique ou bien l'entropie massique ou bien en fonction des énergies massiques et des énergies massiques des deux phases, la phase vapeur et la phase liquide, et en utilisant le titre. La relation donc c'est X, le titre multiplié par l'énergie de la phase vapeur, plus 1 moins le titre multiplié par l'énergie. Et ceci est valable pour toutes les autres grandeurs extensives. Attention, pour le volume. Pour le volume, normalement, on peut écrire la même relation en disant que le volume massique de ma substance totale est égal à X fois le volume massique de la phase vapeur plus 1 moins le volume 1 moins le titre multiplié par le volume massique de la phase liquide. Mais comme le volume de la phase liquide est très inférieur à celui de la phase vapeur, donc on utilise l'approximation que le volume massique de ma substance est approximativement égal à X fois le volume massique de la phase vapeur. Ceci est fait uniquement pour le volume. Mais pour les autres grandeurs, on doit laisser, on ne peut pas négliger par exemple l'enthalpie de la phase vapeur par rapport à l'enthalpie de la phase liquide par rapport à l'enthalpie de la phase vapeur. Et même chose pour l'énergie interne, même chose pour l'entropie, c'est-à-dire l'entropie de la phase liquide n'est pas négligeable par rapport à l'entropie massique de la phase vapeur. Bien, on doit connaître qu'est-ce qu'on appelle l'entropie de changement de phase, l'enthalpie de changement de phase, l'énergie, la chaleur échangée au cours d'un changement d'état ou bien de phase. Donc il est égal, la chaleur est égale à la variation d'enthalpie lorsque il y a un changement de phase, parce qu'au cours d'un changement de phase vous avez la température et la pression constante. J'insiste sur ce terme. Et vous avez aussi on sait exprimer donc une variation élémentaire de l'enthalpie par exemple en écrivant donc D2H à la température T est égal à la chaleur massique de changement de phase fois D2X, sachant que cette chaleur massique LFG est égale à moins LGF. Puis encore, pour calculer les énergies internes ou bien la variation d'enthalpie ou bien la variation d'entropie, on sait les calculer pour toute quantité donc qui a subi un changement de phase de cette manière-là. Et ces grandeurs donc sont massiques. L'équation de Clapeyron, qu'est-ce qu'on doit apprendre dans ce paragraphe? C'est de partir de l'idée où vous avez donc, nous sommes sur la courbe de saturation, sur la courbe d'équilibre, changement de phase, et l'équilibre impose donc D2G1 sur D2G2 d'après ce qu'on a dit au cours d'un changement de phase. Donc s'il y a équilibre, alors égalité des potentiels chimiques. Donc sur la courbe d'équilibre, nous avons D2G1 égale D2G2, et nous connaissons donc l'expression de D2G. En remplaçant D2G1 et D2G2 par leur expression, on obtient l'équation dérivée, l'équation différentielle suivante,
que, sachant donc que cette équation est dite caractéristique du changement d'état de première espèce, et que donc on peut l'écrire sous la forme suivante, qui est dite équation de Clapeyron, en remplaçant donc S2 moins S1 par son expression. Puis, si je considère que mon système est un système liquide-vapeur, je sais que le volume massique de la phase vapeur est négligeable devant le volume massique de la phase liquide est négligeable devant celui de la vapeur. Alors, on peut écrire la relation ici de Clapeyron sous cette forme. Et ici, j'admets que ma vapeur est approximativement un gaz parfait, je vais obtenir ceci. Et l'intégrale de cette équation dépend de considérations sur LV. Si LV constante, l'intégration se fait et on obtient la première formule ici, dite formule de Rankine. Si LV varie en fonction de la température au premier ordre, alors comme on sait que LV diminue avec, si j'admets que LV diminue linéairement en fonction de la température, alors on écrit LV en fonction de la température comme étant est égal à A moins BT, et on intègre, lorsque je remplace LV par son expression, j'intègre et j'obtiens donc le résultat pour la formule de Dupré. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum.